fait la première fois lors du premier confinement, c'est court. Et puis, comme on vient d'en parler avec Mathieu, on va vous faire un programme. Mathieu et Xavier Fléchère vont s'en occuper. Alors, la dernière fois, je vous avais fait un truc un peu technique sur les principes de la PTG. Là, on va parler un peu plus stratégie. Et pour ça, je vais m'appuyer sur ce symposium de la SAFCOT que j'avais eu l'honneur de diriger. Nous avons vu, nous, un peu plus âgés que vous, sur les 20 dernières années, une augmentation, et surtout sur les 10 dernières années. Et vous, vous allez avoir de plus en plus de ces cas à traiter. Il y a des problèmes techniques spécifiques et des complications spécifiques plus fréquentes. Et ça, c'est un premier message que je veux vous donner parce que c'est un message qu'il faut que vous donniez à vos patients. Alors, je ne traiterai que le titre est peut-être mal choisi, mais je ne traiterai que de l'arthroplastie dans un cadre post-traumatique. Vous aurez, Mathieu vous fera un cours sur ostéotomie qui englobe différents types de déformations, que ce soit des déformations congénitales et des déformations post-traumatiques. Donc là, c'est le cadre arthroplastie dans un cadre post-traumatique. Cette série qu'on avait présentée, c'était la plus importante de la littérature et on avait à l'époque un recul minimum de 5 ans. Vous voyez les différents centres et donc il y a des diapositives qui, de ci, de là, pourront venir de Strasbourg, de Lyon, de Paris, de Lille, de Rouen, de Caen, de Saint-Brieuc, de Toulouse et de Marseille, bien entendu. Donc voilà un petit peu les chapitres d'études. Donc on a inclus donc ces post-traumatiques au sens large, puisqu'on a mis là-dedans les post-ostéotomies, puisque les problèmes sont assez similaires avec les post-fractures et les post-ligaments, vous verrez que c'est un petit peu à la marge. Que nous dit la littérature? Deux ou trois références. Ça, c'est un papier de mon ami Ashok Rajgopal, qui est un chirurgien indien de New Delhi. Ils ont la particularité en Inde d'avoir des grandes déformations à traiter et souvent post-traumatiques parce que la traumatologie est assez parfois rudimentaire selon l'endroit où on est traité. Lui, il est dans un centre qui fait énormément d'arthroplastie de genoux et c'est un excellent chirurgien. Vous voyez que dans ce qu'il a publié, bon, sur ces prothèses après ostéotomie, une progression des amplitudes, mais retenez tout de suite ça, 14% de complications. Et le premier message que vous ayez en tête, c'est celui-là. Infection, atteinte de l'appareil extenseur, mobilisation sous-âgée. Qu'est-ce que ça veut dire mobilisation sous-âgée? Ça veut dire raideur. Et vous allez voir qu'on va y revenir. Alors, dans ce papier de nos amis scandinaves, dans les registres suédois, vous voyez que finalement, ils ne trouvaient pas une énorme différence de survie entre les prothèses de première intention et les prothèses après ostéotomie. Il n'en reste pas moins que si on continue la littérature et sur les séries comparatives, vous voyez que ça, c'était Paul Bonnevial de Toulouse qui avait fait cette étude, que quand on compare les résultats cliniques des prothèses post-fracture par rapport aux prothèses primaires, eh bien, 8 papiers sur 9 retrouvaient des résultats cliniques inférieurs et 9 sur 9, un taux de complications qui est plus important. Ça, c'était un papier du service. C'était Alexandre Lulebourg, notre fellow, puis chef de clinique suisse, qui a passé quelques années avec nous. Vous voyez, quand on avait comparé nos deux séries matchées, eh bien, nos scores cliniques étaient inférieurs et notre survie à 10 ans, elle était près de 20 points inférieure. Nos amis lyonnais, avec Sébastien Lustig, Elvire Servien, Philippe Néret, avaient publié ce papier. Alors là, c'est post-ligament
Post-ligament, en gros, il n'avait pas trouvé de différence dans les mobilités actives et scores de genoux. Ça, c'est peu étonnant. Par contre, parfois des difficultés d'exposition. Et voilà ce que, en fait, on avait étudié dans ce symposium. Donc, 163 dossiers de post-ostéotomie, 102 dossiers de post-fracture et 106 de post-ligament. Les ostéotomies, il y avait plus à cette époque d'ostéotomie de fermeture. Je vous rappelle, c'est une étude multicentrique. Il y avait des séquelles de fractures. Alors, il y a marqué fracture articulaire, mais c'était à la fois des fractures articulaires, mais aussi des fractures métaphysaires ou diaphysaires. On y reviendra. Et en ce qui concerne le post-ligamentaire, c'était une écrasante majorité d'une chirurgie du ligament croisé antérieur. Âge moyen à l'intervention, vous voyez un âge relativement jeune pour ces arthroses post-traumatiques. Donc, vous voyez qu'il y a plus de complications, mais en plus, ça touche des patients plus jeunes. Donc, c'est un élément à garder en tête avec, voilà, dans les trois types d'étiologie. Délai entre le traumatisme et l'intervention pour gonarthrose. Alors, là, c'est intervention pour gonarthrose. Hein. Donc, là, il y avait quelques ostéotomies là-dedans. Vous voyez, en moyenne 15 ans. Donc, c'est quand même un délai qui est relativement raisonnable et acceptable. Ça veut dire que globalement, ces patients étaient bien traités pour leur traumatisme ou de leur ostéotomie. La plupart du temps, bon, j'exclus des prothèses unicompartimentales, la plupart du temps, c'était des prothèses très compartimentales qui conservaient ou pas le ligament croisé postérieur selon les habitudes des chirurgiens. Et mais vous verrez que dans un certain nombre de cas, ces prothèses étaient associées à différents artifices techniques dont on va parler, que dans 12%, c'était des prothèses de type CCK et dans 2%, des prothèses charnières rotatoires. Deuxième diapo que je voudrais que vous gardiez en tête, et ça va dans le même sens que la première, infection, raideur, complications cutanées. Donc, moi, j'ai une phrase que je ressors tout le temps dans mes courriers aux patients. Monsieur ou Madame Untel a bien compris que, compte tenu du caractère déjà opéré de ce genou, les risques infectieux et les risques de raideur étaient majorés. Voilà. Donc, je ne vous dis pas d'utiliser stricto sensu cette phrase, mais c'est bien que le médecin traitant et le patient lui-même soient au fait de cela, parce que dans l'immense majorité des cas, ce sont des risques que vous rencontrerez de manière plus fréquente chez ces patients à qui vous mettez des prothèses de genoux et qui ont déjà été opérés. Alors, voilà l'un des papiers qu'on a sorti de cette série, publiée il y a 2 ans, dans la série de PTG post-traumatique. Nous l'avons comparé à notre symposium en 2010, que j'avais aussi la chance de diriger avec mon ami Stéphane Wagard de Clermont-Ferrand. Et c'est intéressant de comparer ces deux séries. Dans les PTG primaires, âge moyen 71 ans. Vous voyez, dans le PTG post-traumatique, 61 ans, 10 ans de moins. Les chiffres, on a déjà parlé. La survie qui est inférieure, 89%. Et vous voyez, là, quand on compare, infection, 5%, ici 1,8. Raideur, 4%, ici 1%. Décèlement, à peu près le même. Ça veut dire que quand même, on est arrivé à avoir des fixations correctes, malgré la difficulté liée au caractère déjà opéré. Complications cutanées, on n'en a pas, c'est non significatif dans la série de PTG primaire, alors que dans la série des PTG post-traumatiques, 3%. Donc, une fois de plus, on revient à ce qu'on disait, infection, raideur, complications cutanées. Quelles étaient les ostéotomies? Essentiellement, vous voyez des ostéotomies tibiales, fermeture externe 84, ouverture interne ou médiale 65. Et vous verrez qu'elles posent des problèmes différents l'une et l'autre.
On a essayé de comparer, donc là, ce sont les résultats des prothèses après ostéotomie par ouverture médiale ou par fermeture latérale. Dans les ostéotomies de fermeture externe, eh bien, souvent le matériel a été enlevé avant, dans un premier temps, et que l'incision d'origine pour mettre en place la prothèse n'a été utilisée que dans 39% des cas. On y reviendra dans quelques diapositives ultérieures. Prothèse à glissement, chirurgie conventionnelle. Donc, en gros, le message, c'est que quand il y avait une ostéotomie de fermeture externe de l'extrémité supérieure du tibia préalable, souvent l'ablation du matériel a été faite avant, et c'est ce que je me permets de vous conseiller, et ça entraînait un changement de voie d'abord, et vous verrez que ça a aussi d'autres conséquences. Dans le post-ligament, ça c'est une diapositive de mon confrère et ami Sébastien Lustig, histoire naturelle après rupture du croisé, subluxation tibiale antérieure, développement d'une cupule postéromédiale, déformation en varus avec laxité ligamentaire latérale et donc arthrose à plus ou moins terme. Dans cette série de PTG après les chirurgies du croisé antérieur, vous voyez 19 ans, donc c'est quand même assez raisonnable, et des données cliniques qui sont finalement pas très différentes de ce que l'on peut voir sur des prothèses de première intention, et que globalement les résultats, vous voyez, les résultats étaient bons. Donc en gros, les prothèses de genoux après une chirurgie du ligament croisé antérieur primaire, même s'il est de bon ton d'alerter les patients sur les risques éventuels infectieux, parce que c'est un genou déjà opéré, en gros, les résultats cliniques sont satisfaisants. Si on regarde ce qui avait déjà été publié, donc papier là aussi de l'équipe lyonnaise, quand même 5 mobilisations sous-âgées, donc 23%, ce n'est pas négligeable. Il a fallu faire 2 relèvements latéral tibial antérieur dans les abords. Donc, même si les résultats sont comparables, vous voyez qu'il y a déjà des éléments techniques qui font que c'est différent d'une PTG de première intention. Les complications cutanées. Alors, les complications cutanées, vous avez des patients qui sont plus à risque des complications cutanées. Ces patients, ce sont les patients diabétiques, qui ont un mauvais terrain vasculaire, qui sont fumeurs, qui pour une raison ou pour une autre ont un traitement par corticothérapie et qui ont des antécédents infectieux. Et vous allez voir que ce n'est pas anodin parce que dans cette série du symposium, 10 complications cutanées, dont 3 ont évolué vers une infection. Et bien, dans ces 3, quand même, il y en a une qui a guéri complètement, une qui a nécessité l'ablation de la prothèse, donc avec un changement et un spaceur qui, je crois, était resté en place. Et vous voyez quand même la dernière ligne, ben, c'est loin d'être anodin quand même, une amputation à 5 ans. Donc, si on peut prévenir ces complications, bien entendu, le jeu en vaut la chandelle quand vous voyez cette dernière ligne. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler certains principes de la vascularisation cutanée et je me dois de citer Michel Salmon. Alors bien entendu, personne qui écoute ne l'a connu. Moi, quand je l'ai connu, j'étais un petit garçon et c'était le patron de l'anatomie, le patron de l'orthopédie, le patron de la chirurgie infantile et le patron de la chirurgie plastique à l'époque. Vous voyez qu'il cumulait pas mal de choses. Ensuite, Fernand de Peretti, de anatomiste, lui aussi a repris ça, et Frédéric Dubrana de Brest aussi. Donc, c'est des éléments qui sont importants à connaître quand vous avez à faire une incision sur le genou. Alors, les principes, quand vous avez une voie initiale externe, donc typiquement une voie d'abord d'une ostéotomie
de fermeture externe de l'extrémité supérieure du tibia avec du matériel en place. Il y a souvent un valgus. La rotule est souvent subluxée en dehors. Eh bien, certaines équipes privilégient la voie externe, donc c'est-à-dire qu'ils reprennent la voie cutanée, ils font une voie d'abord parapatellaire externe et il traite tout en un temps, ce qui permet de faire la release ligamentaire et de mettre en place la prothèse, comme ça a été le cas dans ce cas-là, un relèvement de la tuberosité tibiale et mettre en place la prothèse de genou après une ostéotomie et de faire tout en un seul temps. La deuxième option, et je me range et l'équipe du service aussi dans cette option-là, vous avez un matériel en place, une concavité ligamentaire de l'autre côté, on fait une ablation première du matériel et une PTG par une nouvelle voie d'abord qui est de l'autre côté. Alors, un temps, certaines équipes font tout en un temps, c'est-à-dire ils enlèvent le matériel, évidemment ça évite une anesthésie, et font une voie d'abord à distance. Moi, je préfère de loin faire un 2 temps, obtenir une bonne cicatrisation et être tranquille et ensuite passer à la voie parapatellaire médiale qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, pourquoi je préfère du 2 temps? Parce que j'ai fait du 1 temps. Et puis, quand vous avez je me suis arrêté au deuxième cas, un qui s'est bien terminé, un deuxième qui s'est terminé en lambeau, enfin, pas la patiente qui a fini en lambeau, mais qui a nécessité un lambeau, eh bien, ça vous calme un peu. Et ensuite, vous expliquez au patient que on lui fait d'abord une première voie d'abord, on lui enlève le matériel, et ensuite, on lui met en place sa prothèse 3 mois ou 6 mois après. Alors, le risque cutané, eh bien, vous le connaissez, hein, il faut que si vous avez 2 incisions, il faut idéalement, c'est 6 cm entre vos 2 incisions. Si vous prenez une seule incision et que vous l'agrandissez, rejoindre les incisions idéalement en, en respectant cette angulation et tout au moins faire une angulation, je dirais, progressive et agrandir progressivement votre voie d'abord. Là, il y a 2 travers de doigts. Moi, j'aime bien qu'il y en ait un peu plus que ça, hein, 3 ou 4, c'est pas mal. Et vous voyez que dans la série du symposium, les conseils qui étaient donnés, soit d'agrandir la voie existante vers le haut, soit faire une ablation de matériel première, c'est-à-dire, c'est les conseils qui ont été donnés de manière consensuelle par tous les chirurgiens qui faisaient partie de ce symposium. Personne ne vous empêche de prendre un avis auprès de nos collègues de chirurgie réparatrice et surtout si vous devez faire tout en un temps ou si vous avez de multiples voies d'abord. Quand il y en a plusieurs, on conseille toujours sur le plan cutané de prendre la voie la plus externe si vous devez faire bien entendu votre arthrotomie parapatellaire dans le même temps. En pratique, éviter tout décollement, préférer une grande incision plutôt qu'une petite stressée et si problème, chirurgie réparatrice le plus vite possible et parfois dans le même temps. Voilà les conseils que donnent nos collègues de chirurgie réparatrice au niveau du type de lambeau, mais vous aurez là-dessus, bien entendu, des enseignements de la part de l'équipe de Régis Legray. Alors, en pratique, vous examinez votre patient et tous ceux qui m'ont déjà aidé, je répète toujours la même chose, dans une prothèse de genou, les plus importants, c'est la peau et l'appareil extenseur. Donc, c'est cela qu'il faut que vous étudiez quand vous examinez votre patient et c'est cela qu'il faut que vous ménagiez pendant l'intervention chirurgicale. Donc, vous vérifiez l'état ligamentaire, vous vérifiez la mobilité du genou, l'appareil extenseur, la mobilité active. Hein, faites toujours faire au bord de la table d'examen une extension active de la jambe sur la cuisse pour avoir une idée de la fémoro-patellaire. Et ensuite, vous pouvez attaquer votre bilan radiographique qui est relativement classique. Dans ces cas-là,
enfin moi je pense dans tous les cas, mais en particulier dans ces cas-là, ne vous passez jamais d'une télémétrie, vous n'avez pas idée de l'origine de la déformation. Bien entendu, face profil et défilé rotulien. Alors, certains dans le symposium utilisaient EOS. Je trouve que les clichés en stress vous donnent une bonne idée. Est-ce que ce valgus va se corriger ou pas? Eh bien, s'il se corrige, ça va me donner peut-être une idée de mon état ligamentaire. Si tel n'est pas le cas, ben peut-être que ma relise va être étendue. Et vous savez que dans les valgus, ce n'est pas tant le problème de la relise externe qui pose problème, mais celui de l'instabilité interne. Dans ces cas traumatiques, c'est intéressant souvent d'avoir scanner, en particulier si vous avez un doute sur un trouble rotatoire ou pour l'importance des pertes de substances. Et bien entendu, scanner IRM peuvent être utiles quand on utilise des guides de coupe personnalisés, les fameux PSI. Alors, en stratégie, vous avez examiné votre patient, vous l'avez envoyé à la radio, vous avez du matériel d'ostéosynthèse en place. Il faut évaluer le risque cutané et savoir si ce matériel est gênant ou pas. S'il n'est pas gênant, qu'il y a des agrafes en particulier, vous verrez que souvent on les ignore. Je vous montrerai un cas récent à la fin où on les a ignorés. S'il est gênant, il va falloir que vous l'enleviez. Et donc, s'il y a une plaque d'ostéotomie médiale, vous pourrez tout faire dans le même temps. S'il y a une plaque latérale, eh bien, on en a déjà parlé, faire une ablation de matériel première par voie latérale. Parfois, donc ça c'est essentiellement pour le tibia. Qu'en est-il au niveau du fémur? Au niveau du fémur, le problème que vous pouvez avoir, c'est un matériel un peu distal. Eh bien, soit vous enlevez simplement les vis d'une plaque, et là, vous pouvez passer votre tige intramédulaire de coupe fémorale distale, soit, eh bien, c'est là l'intérêt, soit des techniques de navigation, des guides de coupe personnalisés, et maintenant de la chirurgie robotisée. Dans la série du symposium, pour y revenir, vous voyez que si la moitié étaient des prothèses à glissement, 40% d'entre elles utilisaient soit des tiges d'extension, soit des cales ou fémorales, et dans certains cas des prothèses charnières. Et cette répartition dans ce papier publié par le service par Sébastien Parat était comparable à la série du symposium. Alors, quand vous avez une perte de substance osseuse, qui est souvent le cas dans ces gonarthroses post-traumatiques, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser de la greffe si vous n'avez rien d'autre à disposition. Greffe que vous prenez généralement aux dépens des coupes osseuses que vous avez réalisées. Vous pouvez aussi utiliser des cales. Et retenez que chaque fois que vous utilisez une cale, il faut que vous y associez une tige. Donc, cale égale tige. Après, vous pouvez utiliser tout simplement du ciment en cimentant uniquement la région épiphysaire, ça, je ne vous le conseille pas, mais la partie épiphysaire et métaphysaire, oui, ou bien un cimentage complet de la tige, à condition que ça soit une tige courte. Je vous montrerai un exemple un petit peu plus loin. Autre solution plus moderne que l'on utilise maintenant depuis quelques années. Donc, certains centres ont à la disposition ces sleeves, c'est ce que vous voyez ici, qui permettent de compenser une perte de substance en région métaphysaire. Et nous faisons partie de ceux qui utilisent les cônes en tantale, donc trabéculaire métal, où on a différentes possibilités, différentes formes, même si maintenant on a tendance à utiliser celui que je vous montrerai un peu plus loin. Mais ici, dans ce cas-là, dans ce cas
de gonarthrose traumatique du plateau tibial. On a utilisé ce cône décalé que vous voyez ici, qui est là, et on a le même type de cône également au niveau fémoral qui peuvent être utilisés. Et donc, les moyens de reconstruction, je me répète, greffe, cale avec tige, sleeve ou cône en tantale, voire ciment dans les pertes de substances minimes. Parfois, il faut aller plus loin et utiliser des prothèses dites des prothèses de résection. Donc ici, c'est un exemple du symposium. Nous, on utilise les prothèses de type ZSS, un peu pour les pertes de substances, qu'elles soient traumatiques, infectieuses ou tumorales. Donc, alors ça peut être des prothèses moins massives de type LCCK, C3, c'est celle de Dio, et puis chaque société a la sienne, ou bien des prothèses à charnière rotatoire type RHK. Parfois, cela ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut, vous êtes face à une déformation, et on va y revenir, et il faut deux choses importantes. Quelle est l'importance de cette déformation et quel est le siège de cette déformation? Retenez quelque chose, c'est que plus la déformation est proche du genou, plus elle va retentir sur l'articulation et plus vous risquez d'avoir des difficultés à équilibrer votre prothèse. Donc, dans un certain nombre de cas, il faut non seulement mettre en place la prothèse pour traiter l'arthrose, mais aussi corriger la déformation avec l'association d'une ostéotomie. Et la plupart du temps, on associe un moyen de fixation de l'ostéotomie qui peut être une agrafe, une plaque ou une vis avec une tige d'extension, que ce soit au niveau fémoral ou au niveau tibial. Ne perdez pas de vue que chez des patients plus âgés, plutôt que de prendre le risque d'un équilibrage ligamentaire compliqué, eh bien, ici un autre exemple d'association d'une ostéotomie ici fixée par une plaque avec une tige d'extension. Donc ne perdez pas de vue que plutôt que de prendre des risques d'équilibrage ligamentaire chez un patient plus âgé, eh bien, ici après une fracture du plateau tibial interne, mettre directement une prothèse de type charnière rotatoire qui permet souvent de faire une coupe un petit peu plus basse, parfois d'y associer un cône de reconstruction, s'affranchir des problèmes de balance ligamentaire parce que la charnière remplace le mécanisme de stabilité par les ligaments collatéraux. Donc ici, exemple, vous voyez dans la série du symposium, bon, LCCK, mais charnières qui permettent de compenser. Et c'est ça le mot important. Ce qui est important, c'est y a-t-il ou pas une laxité en flexion? Et s'il y a une laxité en flexion, c'est ça qui va conditionner l'instabilité, l'impossibilité d'équilibrage ligamentaire et donc la nécessité de recours à une prothèse charnière qu'il faut toujours que vous envisagiez quand vous avez à traiter ces patients. Et quand je dis envisager, ça veut dire que vous avez à le prévoir. La question du cimentage, je vous en ai déjà parlé. Cimentage sous le plateau, la réponse est claire, c'est non. On cimente le plateau, mais on en met un peu autour de la quille. S'il y a une petite tige courte, oui, c'est un cimentage métaphysaire. Et un cimentage complet avec des tiges courtes, oui, tout le monde était unanime. Bon, quand il y a des tiges longues, c'est généralement une fixation hybride, cimentage de la partie métaphysaire et la partie la plus distale vers la diaphyse n'est pas cimentée. Alors parfois, on se retrouve sur des cas un peu plus complexes, toujours dans la stratégie, et on est à la limite d'utilisation des ancillaires conventionnels. Quand on parle d'ancillaires conventionnels, c'est ce dont je vous ai parlé lors du cours que je vous avais fait sur les principes des PTG, c'est-à-dire les guides de coupe habituels. Pourquoi? Parce qu'on est en face d'un matériel d'ostéosynthèse qui est volumineux, ou bien qu'on a un canal médulaire qui est obturé, ou bien qu'on a un calvicieux et qu'on se dit que comme ce calvicieux est loin du genou, on va
pouvoir finalement arriver correctement en intra-articulaire, mais on ne pourra pas passer au niveau des guides de coupe habituels. Et bien dans ce cas-là, il faut faire appel aux nouvelles technologies. Donc il y a plusieurs moyens. Il y a la navigation, ce qui a un vrai intérêt pour ces calvicieux, et puis qui nécessite quand même une équipe relativement entraînée. Nous, vous ne l'avez pas connu, mais on a eu 2 systèmes de navigation, BrainLab et Praxim. Et puis finalement, on s'est aperçu que le temps consommé pour le bénéfice, et on a publié, le jeu n'en valait pas la chandelle, mais on avait eu cette expérience-là, que probablement pour ces calvicieux extra-articulaires, ça peut avoir une place. Le problème, c'est que la navigation, si on veut qu'elle soit efficace, il faut l'utiliser régulièrement. Tel n'est pas le cas des guides utilisés. On a publié, s'est aperçu que dans les PTG de première intention, l'avantage était limité. Probablement que là, ils trouvent leur place quand vous avez un fémur rupturé comme ça et que vous ne pourrez pas passer de guide de coupe distale. Et bien que si pendant l'intervention, vous avez un guide de coupe sur mesure qui arrive et qui se match sur votre coupe distale, qui vous permet de faire la coupe distale qui se match sur votre surface articulaire, eh bien c'est un vrai avantage. On a aussi la pratique de ce qu'on appelle Eye Assist. Alors, Eye Assist, ça vous permet de traiter uniquement le plan frontal, hein, pas la rotation, mais quand vous avez des problèmes sur le varus valgus, de manière assez simple, le système Eye Assist vous permet de faire cette équilibre sur la coupe distale et sur la tibiale. Et dans un cas comme ça, eh bien, ça vous permet de corriger, enfin de pouvoir réaliser votre coupe fémorale distale sans avoir utilisé une tige intramédulaire. Et enfin, le plus récent, ce sont les robots. Donc, il y a plusieurs générations de robots. Là, vous avez à peu près tout ce qui est disponible actuellement, avec Mako, avec Navio, avec Rosa et avec le, le, le premier qui est celui, le nom me manque, mais bon, bref, vous avez tous les systèmes là. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous dire un petit peu ce que je pense de la chirurgie robotique, qui est probablement le futur, qu'on n'est probablement pas encore arrivé à l'avènement complet de ces robots, que le robot idéal, il doit être précis, il doit être compatible, il doit être rapide et il doit surtout être cost-effective, comme disent nos amis anglo-saxons. Et cost-effective, ça veut dire que les prix, bon, actuellement, le prix des robots, c'est souvent proche du million d'euros. Il faut en trouver un avantage, et un avantage pour le moyen terme et pour le long terme. Et que quand on évalue le prix d'une technologie, ben, parfois on a un peu des surprises, hein. Ce n'est pas ce que vous pensez au prime abord, le plus cher qui va gréver votre budget. Et parfois, il y a des surprises, donc il faut bien peser le pour et le contre dans son budget. Alors, quand vous avez à gérer le problème de la déformation, bah, si c'est une déformation purement articulaire, la plupart du temps, vous en sortez soit par l'association d'une et d'une tige d'extension, soit non l'utilisation des cônes en tantale. Et la plupart du temps, voilà l'association d'une cale et d'une tige qu'on avait utilisée, soit l'utilisation d'un cône, comme je vous l'ai déjà montré, comme je vous le montrerai un petit peu plus loin. Si la déformation n'est pas purement articulaire et qu'elle est extra-articulaire, diapo qui peut vous paraître un peu complexe, mais en fait, elle est très simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que la déformation est proche du genou ou est-ce qu'elle est éloignée du genou?
plus elle est proche du genou, plus elle va retentir sur vos problèmes d'équilibrage. Soit vous y arrivez, vous en sortez avec une tige d'extension courte, soit vous n'y arrivez pas. Et à ce moment-là, il faudra avoir planifié une ostéotomie associée à une tige d'extension pour fixer votre ostéotomie. Si elle est éloignée, souvent avec un axe autour de 10 degrés, vous pouvez mettre sans difficulté une prothèse classique. Si c'est une déformation plus importante avec un axe de 10 degrés dans la déformation, pas de global, eh bien, souvent, il faut faire une ostéotomie séparée, donc diaphysaire, qui peut être faite d'ailleurs dans un autre temps que l'intervention et avec une tige d'extension, souvent, cette fois, un petit peu plus longue. Quelques exemples, des formations extra-articulaires modérées, inférieures à 10 degrés. On a, dans ce cas-là, été utilisé une tige d'extension et là, qui a été corrigée au niveau métaphysaire par une ostéotomie associée. Ce qui est important, c'est cela, hein, c'est restaurer l'axe mécanique. C'est pour ça que si vous n'avez pas fait de télémétrie, vous ne pouvez pas avoir d'idée de cette déformation qui finalement n'a pas gêné cette prothèse de genou et tout a été fait en intra-articulaire. Dans les déformations plus sévères, il faut savoir si vous allez parvenir à équilibrer et si la déformation est proche du genou et qu'elle ne se réduit pas. Très probablement, il va falloir y associer une ostéotomie et si cette ostéotomie est proche du genou, eh bien la fixer avec un matériel quelconque, à grave plaque et souvent une tige d'extension. Celle-là est probablement un poil courte. Ou alors, s'il y a un doute pour l'équilibrage d'une telle déformation, surtout si le sujet a 60 ou plus, ne pas hésiter à utiliser une prothèse contrainte. On avait un problème de trouble de rotation. On avait fait un scanner préopératoire, donc dans le même temps, on avait réalisé une dérotation au niveau métaphysaire distale et une prothèse de genou, qui est une prothèse de genou à glissement, un classique, c'était la LPS Flex qu'on utilisait à l'époque, mais on a mis associé au fémur LPS une tige d'extension qui permet d'obtenir une meilleure consolidation de l'ostéotomie. On a parlé des problèmes cutanés, on a parlé des problèmes de stabilité, on a parlé des problèmes de déformation, les problèmes de raideur. Les problèmes de raideur, pourquoi? C'est souvent un genou qui a déjà été opéré. Donc, dans l'abord et dans la gestion de la récupération de votre mobilité, vous pouvez vous contenter de gestes simples. Libérer vos ostéophytes, souvent y associer un geste de ligament ligaire. Donc, si c'est un varus, une remise interne, c'est ce que je vous ai parlé la dernière fois sur le cours sur les PTG. Hein, on va d'avant en arrière et de haut d'en bas, et chaque fois on reteste avec le spaceur. S'il y a un flessum, ne pas hésiter à avoir une coupe distale fémorale un peu plus importante. Parfois, c'est l'abord qui pose problème. Eh bien, il y a deux options. Si tous ces gestes d'ablation des ostéophytes et de libération du cul-de-sac ne sont pas suffisants, vous pouvez. Alors, on faisait beaucoup à une époque des ostéotomies associées à la tuberosité tibiale antérieure. Bon, le VY et la libération du quadriceps, c'est plus rare, mais souvent, très souvent, on utilise cet artifice d'Insole, de John Insole, chirurgien célèbre new-yorkais, de quadriceps snip. Donc, vous étendez votre parapatellaire médial un peu plus haut, et puis quand on arrive ces fibres-là, on fait cette incision oblique qui vous permet de gagner, d'avoir un accès en sous-quadricipital à toute cette région-là.
Dernier problème, celui de l'instabilité. Donc l'instabilité, c'est un problème de libération. Donc si vous avez un valgus, c'est une libération externe, souvent en extension. Certains chirurgiens font ce qu'on appelle le pie crusting, c'est-à-dire qu'on fait des petites mouchetures au niveau du TFL, du tenseur du fascia lataire. Et ce qui est important, c'est d'avoir un équilibrage entre votre plan médial et votre plan latéral et chaque fois tester avec votre spesseur. Si on n'y arrive pas, eh bien, il faut avoir prévu d'utiliser une prothèse plus contrainte de type LCCK, mais si vous avez un problème vraiment de déficit des ligaments latéraux, une charnière rotatoire. Burdin, chirurgien de Tours, avait proposé, Kelvin aussi, collatéral médial, c'est une chirurgie qui est compliquée et qui est souvent source d'échec. Donc, en conclusion, pour ce symposium a montré qu'on pouvait avoir des bons résultats cliniques de qualité de vie pour ces prothèses après ostéotomie ou après traumatisme à 10 ans. Une fois de plus, j'y reviens, les 3 complications, l'infection, les problèmes cutanés, la raideur. Et ce qui est important, c'est de planifier votre intervention. Vous avez à anticiper, outre les problèmes cutanés, les problèmes d'instabilité, les problèmes de perte de substance osseuse et les problèmes de déformation, de défaut d'axe. Vous pourrez trouver dans ce papier de OTSR les résumés de ce que je vous ai dit. Hein. C'est un papier de 2018 qu'on a publié avec tous les auteurs. Sophie Putman, chirurgien du CHU de Lille, en premier auteur. Et ça, on a sorti aussi ce papier-là purement après ostéotomie. C'est Mathieu Ellinger, chirurgien CHU de Strasbourg, qui était le premier auteur sur ce papier d'OTSR de 2017. Et je vous ai déjà cité le papier d'Acta Orthopedica, ça purement du service, où on avait comparé qualité de vie, fonction et survie. Alors pour terminer, un cas un peu pratique et récent, vous l'avez vu dans le service, ceux du choix d'avant pour le premier temps et ceux du choix actuel pour le deuxième temps. Madame C, 74 ans, qui vient nous voir avec cette déformation paradoxale en varus du côté gauche, en valgus post-ostéotomie et vous allez voir post-fracture aussi du côté droit. Donc, on a parlé stratégie et on a décidé dans un premier temps c'était le genou le plus douloureux, comme c'est souvent le cas dans les varus, de mettre en place une PTG à profiter pour enlever lors de la même anesthésie la plaque d'ostéotomie du côté externe, ce qui a d'ailleurs entraîné une fragilisation de son plateau tibial, en plus elle était retombée dessus, externe. Donc on a décidé de faire ça dans un premier temps. Elle a été très contente de sa prothèse de genou à gauche et nous a demandé d'avancer le deuxième temps, ce que nous avons fait. Et donc, on a fait dans son cas une prothèse de genou tout à fait classique, Persona. Par contre, on y a associé un cône métaphysaire, un plateau en polyéthylène un peu plus important, vous voyez, 14 mm, et une tige courte cimentée. C'est ce que je vous disais, quand on utilise ces tiges courtes, on les cimente complètement. Donc, on a pu reconstruire sa métaphyse et y associer une tige courte avec un fémur tout à fait classique. On a, je reviens un peu en arrière, ignoré la présence de ces 2 agrafes. Celle-là ne nous a pas gênés. Pour celle-là, on a pu couper, Allô? oui, on a pu couper les 2 bords de l'agrafe tibiale. Donc, ce qui est important, et ça permet à l'occasion de ce cas de vous dire ce qui est important, c'est de planifier votre reconstruction. Donc, on avait prévu un cône. La stabilité, on a vérifié que notre stabilité en flexion avec notre spesseur était satisfaisante au moment des spesseurs, mais aussi au moment des implants d'essai, mais avec un
nous avions une RH sporensale au cas où nous aurions eu des difficultés d'équilibrage ligamentaire. Et puis, finalement, on n'en a pas eu et on a pu passer, donc partir de ça et arriver à cela. Vous voyez qu'on a restauré l'axe mécanique à partir de ce valgus et traité les deux genoux. Donc, il fallait gérer le problème des voies d'abord cutanées. Il y avait une incision externe, on a fait l'incision interne suffisamment à distance. Le problème de la voie d'abord articulaire, on a fait de manière classique une parapatellaire interne. Attention à la vulsion de l'appareil extenseur et quand on l'a abordé, j'ai bien fait attention d'avoir ce Homan que l'on met à la partie externe, mais de temps en temps revenir et passer de l'extension à la flexion, ne pas hésiter à éverser ou pas la rotule. L'ablation de matériel, on l'a gérée en 2 temps. Génération, là, purement dans de l'intra-articulaire et j'avais vérifié sur le cliché en stress que cette déformation se corrigeait, mais on avait une RHK en salle. La perte osseuse, on l'a gérée par ce cône intrabéculaire et la stabilité, c'est ce dont je vous ai parlé. Je crois que c'est ma dernière diapositive et je vous remercie de votre